Je suis Elsa, moi je suis chargée de la coordination, l'animation et la valorisation des résultats défis pour les cultures pérennes, c'est-à-dire les filières viticulture et arboriculture. Et nous sommes aujourd'hui très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode des webinaires Défi Ferme, la série de webinaires qui présente les travaux et résultats du réseau Défi. L'épisode du jour va être dédié à l'arboriculture et plus précisément la nuciculture, puisqu'on va parler des méthodes de lutte contre le carpocaps de la noix et la mouche du brou. Avant de commencer, je vais prendre quelques instants pour vous rappeler ce qu'est le réseau Défi. C'est un réseau multipartenarial financé dans le cadre du plan Ecofito pour réaliser deux missions. La première mission, c'est accompagner des agriculteurs et agricultrices dans leur démarche de réduction des produits phytosanitaires et de changement de pratique de manière plus générale. La deuxième mission du réseau Défi, c'est de produire des connaissances et références appropriables sur les pratiques et systèmes de production à bas niveau d'utilisation des produits phytosanitaires. Aujourd'hui, ces connaissances et références se construisent sur des essais de terrain, des retours d'expérience et sur la collecte des données techniques des systèmes de culture. Aujourd'hui, le réseau Défi est constitué de 2000 agriculteurs et agricultrices volontaires engagés à travailler des pratiques agricoles avec l'objectif de réduire leur utilisation des produits phytosanitaires. Le réseau comporte aussi le dispositif Défi XP avec le lancement en 2025 d'une nouvelle vague de projets d'expérimentation qui testent et évaluent des systèmes de culture innovants utilisant les produits phytosanitaires en ultime recours. Le réseau est présent sur tout le territoire métropolitain et ultramarin, couvre l'ensemble des filières de production végétale et rassemble les principaux acteurs de la R&D en agriculture. Je les cite rapidement. Le réseau Défi rassemble le réseau des chambres d'agriculture, le réseau CIVAM, le réseau bio, les instituts techniques et les organismes de recherche comme l'INRAE ou le CIRAD. Pour plus de détails, vous pouvez retrouver toutes les informations concernant le réseau Défi sur notre page dont on vous met le lien dans le chat. Et j'en profite pour vous rappeler que vous pourriez retrouver toutes les productions du réseau, fiches techniques, vidéos, pages web, ainsi que la synthèse des fiches fermes rédigée à l'occasion des 10 ans du réseau, qui a démontré la possibilité de réduire fortement l'usage des produits phyto à l'échelle de la France. Dans cette série de webinaires, nous revenons sur les résultats de terrain qui permettent de soutenir chaque jour cette démonstration. Alors, avant de laisser la place aux interventions, un petit point logistique. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet Q&R. Alors, il y a le chat et le Q&R. Si vous ne trouvez pas le Q&R, c'est pas grave, vous pouvez les mettre dans le chat et on s'occupera de les transférer vers Q&R, mais ça nous facilite quand même vraiment la vie si vous pouvez directement les y mettre. Et il y aura un temps dédié après chaque intervention pour répondre aux questions. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et sera publié. Tous les liens qu'on vous diffusera ici vont être disponibles avec le replay. Donc, pas de panique si vous oubliez de recopier un lien. Donc, aujourd'hui, nous accueillons deux ingénieurs réseau de la filière arboriculture, Vraël Bernard et Ghislain Bouvet, pour un webinaire sur les méthodes de lutte alternatives contre le carpocaps de la noix et la mouche du brou. Nous commencerons avec l'intervention de Ghislain Bouvet, qui est ingénieur réseau à la Chambre d'agriculture de l'Isère. Ghislain, tu animes un groupe de 12 nuciculteurs dans le secteur de Grenoble. Une problématique particulière de ton groupe, c'est la proximité à des zones très urbanisées, d'où découle une pression sociétale marquée pour la réduction d'intrants phytosanitaires. Et parmi les nombreux sujets de travail de tes arboriculteurs, on peut citer le désherbage électrique, l'implantation de couverts végétaux hivernaux, mais aussi la lutte contre la mouche du brou et le carpocaps de la noix, qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, et c'est de la lutte contre le carpocaps dont tu vas nous parler. Vous pouvez retrouver les travaux du groupe de Ghislain sur sa page groupe mise à l'instant dans le chat. Ghislain, je te laisse la main pour ta présentation. Tu peux donc partager ton écran. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, il nous faut un peu de temps. Je suis désolé, mais c'est la technique. J'ai pas la main. Théoriquement, vous devriez C'est tous les parfait, deux pouvoir arriver. on voit ton écran. Alors, moi, je les vois pas encore. Donc voilà, c'est bon.
Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Ghislain Mouvet, ingénieur réseau d'Efino de Grenoble, comme ça a été présenté. Donc, on va traiter en première partie des deux interventions de la gestion du Carpocap. C'est surtout des techniques, des techniques alternatives. Le Carpocaps, et vous verrez, Vraël Bernard vous en parlera tout à l'heure, est une problématique majeure dans notre bassin et ce qui n'est pas forcément le cas dans les deux bassins. Donc nous, depuis 2015, il y a une augmentation de la pression et en 2018, il y a eu d'énormes problèmes de Carpocaps et avec des soucis à la récolte. Et commercialement, le Carpocaps, il est marqué interdit au niveau du commerce. Voilà. La problématique, c'est que quand la lutte n'a pas pu avoir de bons résultats, on a des dégâts à la récolte. Donc, vous voyez les photos, soit il y a une marque sur la coquille, donc qui est relativement facile, je dirais, à trier, soit par tri manuel, soit par tri optique. Par contre, le souci, c'est quand les larves sont dans les noix, où là, le tri optique ne permet pas de trier et le tri manuel est très compliqué. Alors, sans faire un cours en entomologie, le Carpocaps a 2 générations, voire 3 maintenant avec le changement climatique. On verra un peu plus loin. Avec des premières émergences de papillons aux alentours du 25 avril en zone sud-est jusqu'au 4 ou 5 mai. Et puis ensuite, on est sur un cycle température dépendant, hein, donc avec à chaque fois 5 à 10 jours en fonction des températures pour passer de l'accouplement, ponte, et puis après, encore une dizaine de jours pour la période d'apparition des larves. Fin de première génération, une partie de la population se nymphose, donc constituera la réserve pour la saison suivante, et la deuxième partie, qui est majoritaire, constitue la deuxième génération, voilà, que l'on retrouve, dont les dégâts sont retrouvés à la récolte. Et puis, avec les évolutions du climat, on a très souvent soit une fin de deuxième génération, soit carrément une troisième génération. Alors, le schéma global de la lutte tel qu'il est et tel qu'il est pratiqué, notamment au sein du groupe Défi, on a une situation qui évolue. Hein, je vous ai cité déjà plusieurs reprises le changement climatique, mais on avait, parce qu'on est en train de changer notre fusil d'épaule, on avait donc un mode de gestion par piégeage, donc avec des capsules de référence, qui étaient les capsules GR1, qui sont largement connues notamment dans le secteur de la pomme. Et on avait des seuils qui ont été déterminés il y a plus de 30 ans et qui sont restés valables jusqu'à peu, avec 10 captures consécutives sur 3 relevés en première génération et 6 en deuxième génération. Alors, en deuxième génération, on est plus strict parce qu'on ne veut pas se permettre justement d'avoir des problèmes de noix véreuses à la récolte. On y reviendra à la diapo suivante. Ensuite, on a un outil plus général qui est la modélisation. C'est un ancien modèle PV repris par la DGAL et désormais administré par le CTFL. Et au niveau pratique, pour les producteurs, dès que le seuil est dépassé, auparavant on avait des ovicides, donc l'intervention se faisait juste au dépassement de seuil. Et désormais, on n'a pratiquement plus que des larvicides, voire un ovolarvicide, donc 10 jours après le dépassement de seuil. En technique alternative, on n'a que des larvicides. Voilà. Donc, au niveau du piégeage, donc, je vous ai mis une photo. Nous, les pièges, on les place forcément en hauteur puisqu'on a des arbres grand développement. Donc, ça nécessite une petite installation. C'est du piège delta très classique. Donc, photo de gauche. Et photo de droite, vous voyez les prises sur la plaque engluée qui est à l'intérieur du piège. Voilà. Alors, la problématique qu'on a, c'est que notre seul outil de mesure à la parcelle n'était plus fonctionnel puisque les capsules GR1, donc les capsules classiques, ne prenaient plus de Carpocaps avec des dégâts à la récolte. Donc, on avait un souci. Donc, parmi les évolutions, il y a l'évolution climatique, à l'évidence, l'adaptation d'insectes, des populations trop importantes sur certaines parcelles, et puis parfois, entre guillemets, des pollutions de réseaux de confusion voisins qui ne permettent plus aux capsules de déterminer les prises. Voilà.
Donc, on est passé sur des capsules mâles-femelles, donc qui sont plus efficaces. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on n'a plus de seuil déterminé puisqu'on commence juste à les utiliser. Voilà. Donc, c'est un peu la problématique qu'on a, c'est qu'on a on a un manque de connaissances. Enfin, il va nous falloir acquérir ces connaissances-là. Pour la modélisation, donc qui concerne pour le coup la zone de production dans son ensemble, on a donc ce modèle DGAL ex-PV, qui est un modèle qui a été adapté pour la pomme, et il permet de déterminer des seuils 20-80% soit de ponte, soit d'éclosion, puisqu'on utilise maintenant uniquement des larvicides. C'est ce qui va nous intéresser par la suite. On a on a fait 5 zones, on a créé 5 zones de production homogènes pour pouvoir diffuser l'information aux producteurs. Et à noter qu'il y a un projet qui s'appelle Décinois, qui est piloté par la CNURA, qui va permettre de mettre en place un modèle spécifiquement adapté au carpocaps du noyer. Voilà. Parce qu'il faut quand même noter qu'on n'a pas la même attractivité. Le fruit, la noix, est moins attractive que la pomme pour le carpocaps. Voilà. Donc, deux techniques de lutte alternatives utilisées, soit la confusion sexuelle, très connue en pomme, beaucoup moins répandue en noix jusqu'à peu, et puis ensuite on traitera du virus de la granulose, qui est largement utilisé en pomme aussi, avec des efficacités qui sont moins intéressantes que pour nous, pour les raisons que je viens de citer. Donc deux systèmes, soit des Ginkgo-ring, donc les photos sont petites, mais sur la diapo d'après, vous aurez les deux encarts en grand. Donc Ginkgo-ring, c'est un caoutchouc, si on peut l'appeler ainsi, imbibé de phéromones, qui est apposé en haut de la canopée, et on est sur un système de diffusion passive sur toute la saison, avec 100 points de diffusion. Ça, c'est le premier système. Le deuxième, à l'opposé, qui est un système de diffusion active avec une gestion électronique, qui a l'avantage, par contre, d'être constitué par 2,5, 2,7 exactement diffuseurs hectares en fonction d'un plan de parcelle et qui permet de gérer toute la saison lui aussi. Alors, vous verrez, j'ai un peu insisté sur la partie coût parce que c'est important aussi c'est ce qui explique en partie, outre l'efficacité, le développement ou non des techniques alternatives. Voilà. Donc, en termes de coûts, on est sur des coûts de 350 à 370 € hectare, ce qui est quand même pas négligeable parce qu'on a des petits chiffres d'affaires en noix. On est sur des volumes de production qui sont de l'ordre de 2 tonnes 5 hectares en fonction des zones pour un prix au kilo qui varie entre 2 € et 2,50 €. Donc, ça fait des petits chiffres d'affaires. Voilà. Donc, pour les voir en plus grand, mais les habitués de la pomme le connaissent, donc le Ginkgo-ring à gauche et le Checkmate Puffer à droite. Voilà. Donc, il y a des îlots de confusion qui ont été mis en place dans la filière noix il y a une dizaine d'années. Et puis, en introduction, on parlait de la pression sociétale. La pression sociétale, dans notre zone très urbanisée, a poussé à la mise en place d'îlots de confusion de manière un peu plus développée il y a 4 ou 5 ans, plus, bien entendu, le travail du groupe Défi qui permet de conforter la technique. Voilà. Alors, deuxième méthode, où là, par contre, toujours par rapport à nos riverains, on est quand même obligé d'utiliser le pulvérisateur. Donc, on a parfois du mal à expliquer qu'on est en production bio et qu'on utilise le pulvérisateur. Pour nous conseillers, pour le monde agricole, c'est assez évident. Pour les riverains, ce n'est pas toujours le cas. Donc, le virus de la granulose, là encore une fois, on est un peu les héritiers de la filière pomme, hein, puisqu'on utilise des produits qui sont connus depuis très longtemps en filière pomme, notamment l'historique Carpovirusine 2000. Voilà. Donc, je vous ai remis le tableau parce qu'on essaye justement le tableau des souches, pardon. On essaye de promouvoir l'alternance des matières actives, là, même si on est sur des virus. Donc, ça se traduit par l'alternance des souches qu'on essaye de promouvoir pour éviter les problèmes de résistance que nos collègues pomiculteurs ont malheureusement pu constater. Donc, l'idée dans le conseil, et c'est d'ailleurs ce qui est pratiqué au sein du groupe Défi,
on pratique le principe suivant, une souche par génération, donc sans citer les produits commerciaux, même s'ils sont là, hein, les deux premiers, Madextwin et Carpovirusine, sur une génération, et les deux autres sur l'autre génération. Donc, en coût produit, c'est toujours pareil, il faut avoir un peu une base de comparaison. Donc, on est sur un coût total pour 2 passages d'environ 230 € hectare. Donc, même si la persistance de protection n'est pas la même qu'en confusion sexuelle qui couvre toute la saison, on est sur un coût qui est moindre, sachant que le coût de mécanisation est pris en compte. Donc, on est sur des nombres de passages assez faibles, donc entre 2 et 3 passages. C'est pour ça que j'ai mis les deux hypothèses. Et donc, on se retrouve à 340 € hectare pour 3 passages. Alors, la filière noix, elle a connu une crise catastrophique en 2022. Donc, les charges sont vraiment prises au sérieux, très, très au sérieux. Alors, je suis pas en train de vous expliquer que les autres filières ne le font pas, mais quand ça va mal, on est très, très pointilleux sur les charges, surtout quand on n'est pas sûr de vendre le produit à un prix correct. Alors, si on met en perspective les 3 techniques utilisées en termes de coût, puis après, on reviendra sur la partie efficacité et puis impact sur les IFT, parce que c'est quand même l'objectif premier des groupes défis. Donc, si on reprend les chiffres, on est sur la confusion sexuelle entre 350 et 370 € hectare pour un virus de la granulose qui a 200, 230 si on n'a que 2 passages, c'est-à-dire un passage par génération. Ce qui peut être le cas parce que, comme le traitera Vraël Bernard dans la deuxième intervention, on a quasiment systématiquement une intervention contre la mouche du brou au mois d'août qui correspond au second vol, peu ou prou au second vol du Carpocaps et qui permet de lutter de manière systématique contre le Carpocaps, puisque le succès a une efficacité contre le Carpocaps, même s'il n'est pas homologué en noix. Voilà. Si on ramène toutes ces techniques alternatives versus le conventionnel, en intervention conventionnelle, on est sur une protection de l'ordre de 202 € hectare. Encore une fois, si on cible uniquement le Carpocaps, ce qui n'est pas totalement vrai, puisqu'on a l'intervention Success 4 quasi systématique, même si en zone sud-est, la pression mouche a tendance à réduire depuis 2016. Alors, si on fait un bilan des 2 méthodes qui sont largement développées, on le verra en dernière diapositive, en termes d'efficacité, contrairement aux autres espèces, la confusion sexuelle se suffit elle-même. Ces techniques alternatives, on pointe souvent leur efficacité un peu moindre. Là, pour le noyer, pour l'instant, on n'a pas besoin, à de très rares exceptions près, de compléter par une intervention sur le premier pic de vol, essentiellement. En temps de travail, parce que c'est important, le groupe défi est chargé de regarder la partie environnementale, ça c'est extrêmement important, la partie coût, parce que c'est ce qui permet ou non de voir se développer les techniques alternatives. Et puis le côté social, il n'est pas neutre, puisque la main-d'œuvre se réduit de plus en plus, surtout sur des structures qui au départ sont très mécanisées. Donc, ça permet une pause au printemps sans passage estival, sauf en cas de présence de mouche du brou, j'y reviendrai pas. Les limites, c'est par contre un coût élevé quand même dans un contexte de crise agricole qui est quand même important. Et puis, pour le ginkgoring, on n'a plus la possibilité de gérer la pause. Elle est faite automatiquement avec une pause drone. Alors, ça peut être confortable pour le producteur, mais ça a un coût de l'ordre d'une centaine d'euros hectare qui ne peut pas être économisé, même si on est équipé de nacelles sur l'exploitation. Puis côté environnemental, il faut le voir jusqu'au bout. Le devenir des diffuseurs dans les vergers, au bout d'X années de confusion sexuelle, on a ces diffuseurs qui restent, qui tombent au sol, pour certains, même pendant la saison. Et donc, ça peut être problématique. Pour terminer, ce virus de la granulose, en efficacité, pour l'instant, n'a pas de résistance avérée. Après, on est sur un nombre d'interventions qui est relativement réduit, à la condition, donc de 3 à 5 interventions, à la condition de bien alterner les souches
Et en temps de travail, ça permet quand même de continuer de suivre les pièges et de gérer à la parcelle les interventions, ce qui en termes de réduction d'IFT est quand même une méthode très intéressante. Pour conclure, l'impact sur les IFT, donc là, vous avez les IFT globaux du groupe qu'on réduit, mais c'est surtout une seule courbe qu'il faut regarder là pour le sujet qui nous concerne, c'est les IFT de biocontrôle, parce que les IFT de biocontrôle, c'est uniquement la lutte anti-carpocaps, quasiment en noyer, et donc on voit qu'on a une substitution des traitements chimiques, ou on va dire conventionnels, par les techniques alternatives qu'on vient de dérouler ensemble. Voilà. Il me reste à vous remercier pour votre écoute et je suis, comme on l'a précisé en introduction, à votre service, si j'ose dire, pour répondre aux questions. Merci à vous. Alors, je vous entends très loin. Alors, je ne sais pas si c'est moi. Alors, la pose par drone, c'est un choix d'entreprise. C'est un choix de firme. Donc, il y a une start-up, d'ailleurs, une start-up lyonnaise qui a développé la pose par drone. Et alors, je ne suis pas dans le contrat, mais en tout cas, quand vous achetez des Ginkgo Ring, vous ne pouvez pas les poser par vous-même. Et si vous souhaitez continuer à poser, vous repassez sur les anciens Ginkgo qui ont le défaut majeur d'être au nombre de 500 par hectare. Donc, même si en pose, ça faisait longtemps, on n'a pas… Oui, ce n'est pas une obligation, je vois la réponse de M. Laville, ce n'est pas une obligation légale, ça je suis d'accord, mais dans la pratique, quand vous allez commander votre Ginkgo Ring, du moins dans la filière noire, vous n'avez pas d'autre choix. Les fournisseurs ne vous laissent pas le choix, ce qui est absolument, ce qui n'est pas normal, je suis d'accord. Oui, mais voilà. Alors, merci Ghislain pour cette première réponse. On a une autre question qui est, y a-t-il un effet variété vis-à-vis du carpo? Et si oui, lequel? Alors, il y a des sensibilités. Alors, la noix, elle a la coque dure, hein, contrairement à une pomme qui a un épiderme assez tendre. Et vous avez un point d'insertion des deux coques et vous avez l'ARA qui a le défaut d'avoir un point d'insertion qui est un peu plus lâche. Donc, ça laisse plus de passage pour le carpocaps pour la deuxième génération, puisque la première génération, elle intervient avant la formation de la coquille. Donc, elle, ça ne lui pose pas de souci. Donc, oui, il y a une petite, pour répondre précisément, il y a une petite sursensibilité, le mot n'est pas bien français, mais qu'on pourrait attribuer à l'ARA. Très bien. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions des spectateurs? Sinon, moi, j'en avais une. Alors, Ghislain, tu parlais du nombre de générations par rapport au réchauffement climatique. Donc, c'est que s'il fait plus chaud, il y a plus de temps pour les Carp of Caps, et donc elles font plus de générations, en gros. Oui, c'est exactement ça. Donc, les collègues de la pomme l'ont malheureusement découvert à leurs dépens avant nous, notamment je pense aux collègues qui ont des groupes défis dans le quart sud-est, mais le sud-ouest aussi. Effectivement, on a des températures, et c'est aussi pas pour rien que 2018 a été une année très mauvaise en termes de résultats de lutte carpo pour nous, parce que si vous vous rappelez bien, 2018, on a eu des températures très élevées durant l'été. Et donc, alors on peut débattre, faire des débats de spécialistes entre est-ce que c'est une deuxième génération qui s'étale dans le temps, qui dure plus longtemps? Est-ce que c'est une troisième génération? On entend parler parfois dans certaines publis de quatrième génération. À la limite, je dirais peu importe, mais en tout cas, il y a un impact direct de l'élévation des températures sur le développement des papillons, et il y a quand même un plafond. Et il n'y a que des années à très forte canicule où on a une espèce de plafond, c'est-à-dire
mais qui est valable pour tout, hein, est valable aussi pour l'arbre, et qui fait que des années de très très fortes canicules, on n'a pas plus de dégâts que les autres années, au contraire. Voilà. Mais toutes les années qu'on vient de subir, hormis les 2 dernières qui ont été particulièrement pluvieuses, du moins dans notre secteur, on a effectivement une multiplication du nombre de générations. Le carpo, vous m'auriez interrogé il y a 20 ans quand je suis arrivé dans la filière, c'était un problème qui était géré, le carpocaps. Et là, c'est un problème qui revient au devant de la scène lié au fait que tout ce qu'on a pratiqué, vous voyez, au début, partais de la méthode de piégeage qui n'est plus valable. La confusion sexuelle se suffisait à elle-même dans les années 2000, même si elle était très peu développée, dans 100% des cas, c'est plus le cas. Donc, vous voyez, enfin, on en est tous conscients dans nos métiers, l'évolution climatique, elle est là. Et on a effectivement, comme tu l'as bien précisé, développement de troisième génération, ou du moins étalement des générations. Ok, donc cette année-là qui s'annonce particulièrement chaude, c'est plutôt mauvais signe. Oui, ça risque d'être une année compliquée alors là, on le gère, et en technique alternative, on le gère avec des interventions très tardives au virus de la granulose. Donc là, le groupe Défil a servi de point de repère là, pour ces interventions. Elles sont faites, et justement, on communique dessus. Donc, pas seulement par le graphique que je vous ai déroulé tout à l'heure, mais on travaille avec des interventions de virus de la granulose en troisième génération aussi, puisque le virus, il reste dans la population et il affaiblit la population, même sans forcément tuer tous les insectes. Et donc, ça permet d'être un complément pour les producteurs conventionnels et une base de la lutte pour les bio en particulier. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Ghislain, pour la présentation et pour tes réponses. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, vous allez pouvoir retrouver dans le chat 3 ressources complémentaires. Une fiche trajectoire sur la réduction de l'utilisation des phytos en culture de noix, une vidéo YouTube sur le désherbage mécanique et la confusion sexuelle, et une fiche sur les techniques alternatives de lutte contre les ravageurs et de gestion de l'enherbement. Donc, on va pouvoir passer à la suite de la présentation avec Vraël, qui est ingénieur réseau à la Chambre d'agriculture de la Dordogne. Vraël, le groupe que tu animes se compose de 11 nuciculteurs de la région du Sud-Ouest, engagés depuis 2017. Parmi eux, 6 pratiquent l'agriculture biologique et 7 d'entre eux sont adhérents à l'AOP Noix du Périgord. Aujourd'hui, les principales thématiques de travail de ton groupe sont la gestion des maladies fongiques et bactériennes, mais vous avez aussi beaucoup travaillé sur l'enherbement des vergers, le carpocaps et la mouche du brou, et c'est de ce dernier dont tu vas nous parler aujourd'hui. Vous pouvez retrouver les travaux du groupe de Vraël sur la page web dédiée. Le lien est mis à l'instant dans le chat. Vraël, je te laisse pour ta présentation. Alors, donc effectivement, Vraël Bernard, donc conseiller arboriculture à la Chambre de Dordogne. Donc comme l'a dit Ghislain, dans notre département, on est très touché par la mouche du brou, peut-être un peu plus en Isère. Donc c'est sur ce thème-là que je vais vous présenter. Alors, ça marche pas, si, c'est bon. Donc la mouche du brou, en fait, c'est pas un ravageur qui est européen. Ça a été introduit très très récemment, donc en 2007, de son pays d'origine, qui est donc le Mexique et le sud des États-Unis. Donc ça a été un choc un peu dans la filière, parce qu'on ne savait pas reconnaître ce ravageur, on ne savait pas comment lutter contre. Donc déjà la première manière de bien lutter, c'est déjà de l'identifier, savoir si on l'a ou pas sur sa parcelle. C'est pour ça que je vous ai mis donc la photo à côté, où on reconnaît bien les dessins caractéristiques sur les ailes de la mouche. Et ça a fait un choc donc au niveau de la filière, parce que les dégâts potentiels sont considérables. Ça peut aller jusqu'à la perte de récolte totale en quelques années, parce que comme c'est une mouche des fruits, ça a vraiment une capacité à pulluler très rapidement. Et ça fait des dégâts à la fois quantitatifs, avec simplement les noix qui chutent avant la récolte, ou des dégâts qualitatifs avec la coque qui est colorée, le cerneau qui est coloré, voire le goût qui est altéré aussi.
Et l'un des premiers enjeux, ça a été de vraiment connaître sa population au sein des parcelles, parce que soit les dégâts sont sous-estimés, soit au contraire surestimés, parce qu'on confond avec d'autres bioagresseurs. Donc je vous ai mis des photos à droite qui ne sont pas de la mouche de Brou, mais vous voyez que cette tache noire, elle ressemble beaucoup. Donc la meilleure manière d'être sûr, c'est d'ouvrir la noix et de regarder, enfin d'ouvrir le brou plutôt, et de regarder si on voit ces petits asticots caractéristiques. Donc c'est un insecte qui a une seule génération, à l'inverse du Carpocaps, par exemple, où il y en a 2 ou 3. Mais par contre, son vol est très long, il dure vraiment, jusqu'à la récolte et même maintenant, on a des captures, jusqu'à, fin automne, début hiver même. Donc le vol se rallonge avec le changement climatique aussi probablement. Donc on utilise des pièges donc qui sont, liés au BSV. Donc je vous ai mis un graphique où on voit l'évolution de la dynamique du vol en fonction des années et on utilise également, un modèle pour, connaître la date d'émergence. Donc c'est un modèle, qui s'appelle modèle Inoki qui est aussi, chapeauté par le CTIFL. Donc la mouche comme elle va pondre dans le brou, le seul stade que l'on peut viser, c'est le stade adulte. Donc juste avant, l'accouplement pour essayer qu'elle ne ponde pas justement. Donc le monitoring, c'est ce que j'appelle le levier zéro, parce que sans ça, ça sert à rien de traiter parce que si les mouches n'ont pas encore émergé, beh, on va toucher aucune mouche et si les larves sont déjà dans le brou, eh bien ça sert à rien de traiter aussi, les dégâts sont déjà faits. Et en plus de ça, on a des dates, d'émergence qui sont très liées au microclimat de la parcelle, à la répartition de foyers, à l'environnement et cetera. Donc même si le BSV est une première information, il faut vraiment le croiser avec les informations à la parcelle. Et les images que je vous ai mis en bas, ce sont en fait, des ravageurs que l'on retrouve exceptionnellement et c'est quasiment toujours dans des, vergers, qui utilisent, trop d'insecticides contre la mouche de Brou spécifiquement. Donc le travail du groupe Défi du Sud-Ouest, il a été en premier lieu sur le monitoring. Donc on a testé plusieurs types d'objets de monitoring, et avec le progrès de la recherche, on est allé vers l'utilisation d'une phéromone attractive parce qu'avant ça, on utilisait juste un peu le piégeage par hasard avec les mouches qui venaient se coller un peu sur les plaques jaunes et maintenant on a cette phéromone qui permet d'affiner, là on connaît les captures et donc de savoir, un peu mieux quand traiter. On a également travaillé avec des pièges connectés, mais j'aborderai pas le sujet, plus en détail, aujourd'hui. Donc vous avez ici une photo, donc c'est une très grande plaque jaune, la taille doit être plus importante, hein, que les plaques jaunes qui sont utilisées en maraîchage, par exemple et on vient, transpercer la plaque avec une petite capsule où il y a la phéromone dedans attractive. Donc ça, la phéromone, elle est nécessaire quand on a une pression avérée. Quand c'est juste pour contrôler, si on n'a pas encore de dégâts, la plaque jaune seule, peut suffire et on met donc du grillage autour, parce qu'on va accrocher le piège très haut, donc il y a les feuilles qui peuvent se coller aussi et on a, aussi des chauves-souris et des mésanges qui peuvent se coller, donc c'est assez important de mettre ce grillage autour. Donc le groupe Défi, dès l'arrivée de la mouche dans le département, il a mis en place ce monitoring et on a de suite, mis en évidence l'importance du bon placement du piège. Parce qu'on a vraiment un comportement par foyer, de la mouche, donc à quelques mètres, on peut ne pas du tout capturer alors qu'on est dans la même parcelle. Et il y a également donc on a trouvé un seuil, d'intervention, donc qui est de 3 mouches capturées si on a la plaque jaune seule et 15 si on a la phéromone. Mais en fait, au-delà de ce seuil, c'est vraiment la dynamique qui compte parce qu'on peut avoir le seuil qui est toujours dépassé, dès le début de la saison ou à l'inverse, le seuil qui n'est jamais vraiment atteint, mais on a des dégâts considérables à la récolte. Donc plus que le seuil qui est indicatif, c'est vraiment l'évolution des captures qu'il faut regarder c'est-à-dire si on a une augmentation très rapide, sur un court laps de temps et ça pour le voir eh bien, il faut relever, fréquemment le piège. Surtout que les mouches peuvent être en plus, mangées, entre plusieurs relevés, donc il faut vraiment le faire à minima, 2 fois par semaine et lors du moment critique de l'émergence, idéalement, 3 fois par semaine. Et donc ça permet de bien viser l'émergence de la mouche et de traiter le moins possible. Donc au niveau du levier vraiment, traitement, donc
il y a deux produits qui existent, un produit qui est à base de spinosade qui est utilisé en plein et un autre produit qui est aussi à base de cinéis, mais qui a la particularité d'être mélangé avec un attractif alimentaire, ce qui permet de diminuer énormément le grammage de produits mis à l'hectare et donc d'utiliser aussi une technique de micro-aspersion où on va projeter un très faible volume de bouillie et donc avoir aucune dérive et un impact collatéral très très limité. Et donc ça, c'est un produit qui est utilisé par le groupe depuis 2020 à peu près. Et donc ça s'apparente un peu à ce qu'on appelle l'attract and kill quand on veut un peu conceptualiser les choses. Donc là, vous avez une photo d'un producteur donc, qui a un matériel qui n'est pas un pulvé en fait, hein, qui est un quad avec une cuve et une perche qui lui permet de venir faire ce petit spray très localisé dans la canopée de l'arbre. Et donc ça correspond à peu près par arbre à 50 millilitres de bouillie. Donc c'est vraiment un volume très très faible. Oui, je vous ai mis d'autres photos. Donc vous avez aussi un machinisme vraiment construit par une firme, hein, qui s'appelle Kazuti, qui fait la même chose. Et vous avez aussi d'autres producteurs un peu plus imaginatifs et débrouillards qui ont fabriqué leur matériel eux-mêmes avec des systèmes D un peu. Et si jamais on ne veut pas s'équiper ou si on n'a pas, voilà, on n'a pas envie d'acheter un autre matériel, on peut utiliser aussi le pulvé classique en fermant toutes les buses sauf celle du haut. Et on va ainsi faire une bande en hauteur de l'arbre et non pas couvrir toute la canopée. Donc concrètement, en termes de stratégie, donc on fait les relevés et dès qu'on a ce seuil de 15 captures, on va faire le premier traitement donc, avec ce produit en hyperlocalisation. De là, on va contrôler pendant toute la durée le nombre de captures et dès qu'on re-atteint ce seuil de 15, on va refaire un traitement. Et si on ne re-atteint pas ce seuil, eh bien, on n'a pas besoin de retraiter. La qualité de la pulvérisation est très importante puisque comme on est sur un attractif, il faut surtout pas faire du brouillard, mais vraiment des grosses gouttes pour justement que l'appât soit bien repérable par la mouche et qu'elle vienne le manger et donc ingérer le spinosade aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce spinosade en hyperlocalisation, il a en fait à première vue que des avantages ce qui est assez rare pour un produit de biocontrôle. Donc déjà, il a un impact environnemental assez faible, hein, puisque vous voyez, on a un facteur de diminution du grammage qui est assez conséquent par rapport aux produits classiques. On a un très faible volume de bouillie, donc moins de tassement du sol, de la manutention qui est plus facile. On est aussi très rapide quand on est sur le quad, on fait à peu près 4 hectares par heure. Et on a un produit qui est beaucoup moins cher, et on a également droit à un peu plus d'applications, ce qui peut permettre notamment de protéger un peu plus l'arrière-saison, vu qu'on a vu qu'on avait un vol de plus en plus étalé. Donc évidemment, il y a quand même un petit inconvénient, c'est qu'en cas de forte pression, vraiment une pression importante, avérée, cette hyperlocalisation montre quand même ses limites, hein, on ne touche pas toute la canopée, on a de la recontamination qui vient des parcelles environnantes et cetera. Mais sinon dans beaucoup de cas, ça peut suffire. Et ça, de toute façon, seule, l'observation des dégâts à la parcelle, le relevé du piégeage et l'identification des dégâts à la récolte permet de savoir ou non la pression qu'on a, en mouche double. Donc comme on a toujours, pas mal de dégâts parfois, à la récolte, quel que soit le produit utilisé d'ailleurs, y compris avec les produits, classiques, on a eu l'idée de, tester un autre levier, donc c'est ce qu'on appelle les barrières physiques blanchissantes. Donc ça va venir, recouvrir les feuilles, et le brou. À la base, c'était utilisé pour, protéger des coups de chaud et du soleil, mais ça perturbe aussi la reconnaissance, de la noix, donc la mouche va moins bien la voir, va moins bien la sentir et elle va également être gênée physiquement, lors de la ponte parce que, ça va faire des petits cristaux, à la surface, du végétal. Donc le groupe DEFI a testé, ces méthodes depuis à peu près, 2018. Il les a intégrées dans ses itinéraires, qu'ils soient bio ou conventionnels, soit seuls, soit associés avec de l'insecticide et le travail qu'on poursuit toujours actuellement, c'est un peu la comparaison des différents produits parce que ce ne sont pas des produits phyto, il n'y a pas d'AMM et il y a de plus en plus de firmes qui se mettent à proposer leur barrière physique
plus ou moins blanchissantes, etc. Elles ont toutes des caractéristiques différentes, donc on essaye voilà, de comprendre un peu leurs différences et lesquelles sont les plus adaptées pour l'usage anti-mouche qu'on veut en faire. Donc je vous ai mis un exemple de stratégie. Donc vu que c'est utilisé contre le soleil et contre la mouche, on vient plutôt l'appliquer, après, enfin milieu été. Donc on fait d'abord un insecticide, en plein, par exemple classique, sur le pic de vol pour vraiment diminuer la pression et ensuite pour ce côté un peu, multi-cible, on va venir appliquer 10 jours après, donc ça correspond à peu près à la rémanence du produit, ces barrières physiques. Donc vous voyez qu'en fonction des différents produits, c'est pas du tout les mêmes, litrages ou les mêmes quantités, ni même les mêmes, lessivages. Donc là, il faut vraiment, lire l'étiquette et suivre, les recommandations techniques. Et on voit qu'en termes de coût, alors on rajoute effectivement, plus ou moins, un coût, donc ça peut être 168 à 70 € en fonction du produit. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on va améliorer, les noix, le nombre de noix, voir leur qualité, si on n'a pas de coups de soleil et cetera. Donc il ne faut pas seulement regarder le prix et comparer avec une stratégie sans barrière physique, parce qu'on va également apporter une plus-value qui va au-delà de la simple protection, contre la mouche. Et après, dans certains cas, on a aussi des musciculteurs, en bio qui ne veulent même pas, utiliser de spinosade. Donc dans ce cas-là, ils peuvent utiliser cette barrière physique, toute seule. Par contre, à ce moment-là, il faut l'appliquer, beaucoup plus tôt, donc au plus tard dès la première mouche capturée, voire même un petit peu avant pour avoir le temps de couvrir tout le végétal. Et par contre, là, on va avoir un renouvellement, en plus qui va être nécessaire pour bien couvrir toute la saison, pour que le végétal reste bien blanc. Et donc là, le prix, est un peu plus supérieur, mais pas forcément non plus. Encore une fois, on voit avec le produit B que, on peut aller jusqu'à 140 € hectare si, on fait 2 applications. Mais en fait, par rapport à une stratégie insecticide avec 2 passages en plein, on est à 214. Donc on est même moins cher, hem, mais on n'a pas par contre cet effet, biocide sur le ravageur. Donc là, encore une fois, la qualité de pulvérisation, elle est essentielle. C'est le cas pour, l'ensemble des produits, mais l'avantage des barrières physiques blanchissantes, c'est que là, on voit très bien si c'est pas bien fait et que la mouche le voit très bien aussi et elle va donc, se focaliser sur le haut de la canopée et donc notre traitement n'aura servi, à rien. Donc, les contrôles PULV sont très importants, c'est l'occasion de le faire si on passe, aux barrières physiques et là aussi, il y a, c'est important d'adapter le volume de bouillie pour avoir un effet bien couvrant, mais non pas ruisselant parce que là, on va, perdre le blanc et il va se retrouver au sol, ce qui n'aura pas d'effet, non plus. Donc il y a une idée reçue que les barrières physiques abîment le matériel. Je voulais juste un peu appuyer dessus parce que c'est souvent, la première chose qu'on me dit quand j'en parle et déjà l'abrasivité, elle est très variable selon les produits. Comme j'ai dit, il y a plein de produits différents maintenant qui existent et ils ont, des propriétés, physiques différentes. Et deuxièmement, la première cause du matériel abîmé, c'est les réglages pulvés qui sont pas forcément, corrects et notamment la pression. Comme on est sur des arbres de très grande taille, on a tendance parfois à augmenter la pression pour pouvoir couvrir plus haut et en fait, c'est pas ce facteur-là qu'il faut, modifier, c'est plutôt la ventilation. Donc voilà, ça permet aussi de remettre, à plat un peu, les réglages pulvés. Donc pour, conclure un peu là, au niveau avantages, inconvénients sur ces barrières physiques, donc il y a une efficacité qui est réelle et qui est connue, hein. C'est utilisé dans beaucoup de filières, fruitières depuis une vingtaine d'années déjà. Dans des essais indépendants, on a mis en évidence que sur la noix, on avait, 70 à 99 d'efficacité de protection, contre la mouche. On a également une certaine sérénité du travail puisque là, on peut, travailler en préventif avec un renouvellement en cadence sans se poser de questions. On a une protection multiple, on n'a aucun, effet négatif, sur, la faune, la flore ou, les riverains. Par contre, en inconvénient, donc on est, seulement insectifuge, c'est-à-dire que si on a 20 hectares blanchis, la mouche, elle va finir par, vouloir pondre, quelque part et donc ça va pas être suffisant, s'il y a pas d'autres, dans un contexte de très forte pression ou s'il y a pas d'autres leviers, mis en place. Et en inconvénient, il y a aussi, je mettrais, une certaine complexité d'utilisation parce que comme il y a tous ces produits qui existent, ils ont tous leurs caractéristiques en termes de compatibilité de mélange, en termes de coût, en termes de lessivage. Donc il faut
vraiment, se renseigner, lire la fiche technique, demander à un conseiller, pour trouver le produit qui est le plus adapté, à sa situation. Donc, comme j'ai dit, on a, dans les 2 stratégies entre l'hyperlocalisation qui est efficace, mais pas trop à forte pression, et le blanchiment qui est efficace, mais qui ne va pas, tuer la mouche vraiment, eh bien, on a eu l'idée de cumuler un peu ces 2 solutions pour, que la combinaison un peu soit en synergie. Et donc on a testé, ce qu'on appelle un push-pull attracticide. Donc ça a été testé à 3 reprises par le groupe. Donc l'idée, c'est de blanchir en alternance certains rangs et sur d'autres rangs non blanchis, d'utiliser le Cinei Sapa. L'idée, c'est que donc les mouches vont fuir un peu les arbres blancs et vont aller se réfugier sur les arbres qui, en plus, les attirent, grâce au produit, et donc elles vont ingérer ce produit d'autant plus et on va ainsi réguler, la pression tout en utilisant encore moins, de produits. Donc là, je vous ai mis un exemple d'une parcelle, qui a été, suivie, pendant toute une année. Donc on a alterné, voilà, 3 rangs blanchis encadrés par, un rang, avec du produit en hyperlocalisation. On a fait ça sur, 3 chez 3 producteurs différents, donc, des bio, des conventionnels et cetera, et on a comparé avec leurs, pratiques, habituelles, et on avait une efficacité qui était, équivalente avec, leurs pratiques, tout en ayant, beaucoup moins de grammage, de spinosade hectare. Et ce qu'il faut mettre en évidence, c'est qu'on a en plus ici un produit qui n'était pas visuellement blanc. Donc, c'est-à-dire qui est probablement, même moins efficace contre la mouche, du brou. Donc après, je voudrais quand même mettre en évidence aussi qu'on n'est pas une station d'expérimentation. Ce sont des agriculteurs qui ont fait ça, et c'est, voilà, on a suivi nous après, les notations. Donc, il ne faut pas non plus le prendre comme argent comptant, mais par contre, c'est très encourageant de voir que même au champ, en situation réelle et de forte infestation, on est au moins équivalent à une stratégie, phyto, classique. Par contre, le point négatif de cette technique, c'était quand même la complexité de mise en place. Voilà, il fallait que l'agriculteur se souvienne quel rang il devait blanchir et quel rang il ne devait pas blanchir. Donc, on n'a pas encore mis en place, cette, autre proposition, mais par contre, c'est sur ça que je recommande maintenant. C'est plutôt de blanchir, l'ensemble de la parcelle, sauf les bordures, et de faire que les bordures, au Cinei Sapa. Après voilà, ça dépend de la taille de la parcelle, c'est encore exploratoire cette méthode-là. On pourrait aussi envisager de mettre du piégeage de masse, par exemple, uniquement sur la bordure, ce qui permettrait de blanchir tous les rangs. Mais voilà, ça, c'est des choses qui n'ont pas été, testées encore, au champ. Et donc pour finir, donc c'est des leviers quand même qui sont efficaces, qui demandent qu'à être utilisés, mais il faut quand même, voilà, faire attention au contexte, hein. J'ai bien dit en introduction que c'était un ravageur qui pouvait vraiment exploser et réduire, totalement une récolte. Donc il faut pas non plus, y aller trop confiant. Il faut y aller petit à petit, s'entraîner, sur les parcelles les plus, à même de tester des matières, alternatives. Et surtout, le point, d'intérêt, c'est qu'il faut faire une lutte territoriale parce que la mouche, elle se déplace, très bien, elle a des ailes, elle va très bien voler d'une parcelle à une autre, et si on ne protège pas sa parcelle ou si le voisin ne protège pas sa parcelle, en fait, ça va être le problème, de l'ensemble des agriculteurs, de la zone. Voilà, c'est tout pour moi. Si, vous avez des questions, je suis là pour y répondre avec, plaisir. Merci beaucoup, Vraël, pour ta présentation. Hem, alors, on a eu quelques questions déjà dans le chat. Est-ce que le BNA Dry fait une barrière physique blanchissante? Oui, c'est même, alors je dirais pas le plus blanc, mais il est très, efficace pour ce côté, blanchissant. C'était, alors c'était pas le dry, mais c'était le BNA, Pro que j'avais mis en produit A, qui a un lessivage à 120 millimètres. Le BNA dry, je pense que le lessivage est le même. Donc, oui, le BNA est très efficace pour cet usage-là. Après, c'est vrai que c'est un produit qui est un peu plus, comment on dirait, qui va coller un peu plus quoi sur le matériel et cetera, donc il faut bien rincer et cetera. Mais par contre, il est très efficace. OK, merci beaucoup. Et on a une deuxième question, dans le chat qui est: «Quel est le nom du produit à base de spinosade contre la mouche du brou?» Oui, alors c'est vrai que j'ai pas dit les noms des produits, mais bon, il y en a que 2. Le mystère est pas très important. C'est, donc le Cinei Sapa, c'est le produit qu'on peut utiliser en hyperlocalisation, donc qui est spécialement formulé pour cet usage-là, et le produit qu'on utilise en plein, sinon c'est le Success 4. OK, super. Alors je vérifie rapidement, est-ce que
On a une question dans Q&A de Mathieu. Concernant le blanchissement des feuilles, n'y a-t-il pas de risque de diminuer la surface photosynthétique? Alors, c'était effectivement une très grande interrogation de l'ensemble de la filière. Les firmes ont joué le jeu, il y a eu des études sur ça et on n'a pas montré de points négatifs. Et même avec les étés chauds, qu'on a, en fait, c'est même, il y a même eu parfois des augmentations de calibre avec les barrières blanchissantes parce que justement, les arbres étaient moins en souffrance, via les gros coups de chaud, qu'on a actuellement. Donc non, pas d'effet négatif, observé. Ok. Et sinon, moi aussi, j'avais une question de mon côté. Est-ce qu'il y a des prédateurs naturels de la mouche qu'on peut utiliser Mmh. pour lutter contre? Alors effectivement, c'est vrai que, ça aurait été le levier le plus intéressant, la lutte biologique avec tout ce qui est, voilà, parasitoïdes ou prédateurs et déjà dans son pays d'origine, elle en a pas vraiment de connu, de spécifique. Donc en France, encore moins. On sait que les prédateurs, généralistes comme, les araignées ou les choses comme ça vont forcément un peu par hasard la prédater, mais c'est vraiment pas suffisant, pour l'instant, donc c'est malheureusement pas un levier qu'on peut, utiliser dans le cadre des groupes défis. Ok. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez aller plus loin sur le sujet, vous trouverez dans le chat une fiche sur l'hyperlocalisation d'insecticides attractifs, une vidéo sur le push-pull, ainsi qu'une brochure sur la mouche du brou. Donc, merci à nos deux intervenants. Merci beaucoup, Ghislain et Vraël, d'avoir partagé votre savoir avec nous. Et merci à tous et toutes d'avoir suivi ce dernier épisode de la saison 2 des webinaires Défi Ferme. Nous espérons que le format et le contenu vous ont plu et que ce webinaire a répondu au maximum à vos questions. Si vous souhaitez recontacter nos intervenants, vous trouverez leurs contacts sur leur page web que nous avons partagée dans le chat et en description, les pages Ecofito. Et ce webinaire sera rediffusé sur YouTube. Donc, si vous êtes inscrit via le formulaire, vous allez recevoir le lien par mail dans les prochains jours. C'était donc le dernier épisode de la saison 2 et on se retrouve à la rentrée pour échanger sur de nouveaux sujets. Merci à tous et bon après-midi. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup.